Voici à présent une confrontation étonnante au musée de l'Orangerie entre les artistes dadaïstes, qui dès la guerre de 14 rejettent les valeurs traditionnelles, et puis d'autre part les œuvres africaines, amérindiennes et asiatiques. L'exposition Dada Africa nous fait ainsi voyager du monde de Tristan Tzara ou de Picabia à celui des masques et des statues d'Afrique ou du Japon. Sabrine Kasbaoui nous y emmène. Zurich, 1916, le mouvement artistique le plus rugissant du XXe siècle vient de naître, Dada. Sur la scène du cabaret Voltaire, en réaction à la grande boucherie de la Première Guerre mondiale, les artistes vont faire voler en éclats toutes les règles de l'art moderne avant de faire tache d'huile à Berlin, Paris et même New York. Pour bousculer les vieilles valeurs bourgeoises européennes, ils décident de puiser à de nouvelles sources extra-occidentales. C'est ce que nous raconte la très belle exposition qui vient de s'ouvrir au musée de l'Orangerie à Paris. Ils vont créer ensemble un mouvement artistique qui va à la fois être basé sur la poésie, la danse, le chant, la pratique plastique, véritablement un brassage des arts. Et c'est ça qui va faire la richesse de ce mouvement Dada. C'est ce grand vent de liberté qui va souffler sur ce que c'est que la création. Explication de ce grand métissage Dada en 3 exemples. Et on commence en 1916 avec l'artiste et collectionneur roumain Tristan Tzara. Tristan Tzara, lui, aura une démarche de recherche en bibliothèque pour chercher des revues d'ethnographie, pour retrouver des sources de récits à la fois africains, mais aussi océaniens, et retranscrire par exemple de la poésie maori. Aki te take, take no tu. Et hau toya. Deuxième exemple avec la berlinoise Anna Hösch, l'une des pionnières de la technique du photomontage au milieu des années 20. Anna Hösch, elle va s'intéresser également à l'aspect peut-être plus féministe des choses, en découpant aussi dans des magazines de mode féminin, en découpant des parties du corps de la femme qu'on peut trouver dans ces magazines, par exemple des jambes portant du jupe et talons, voilà des parties un peu stéréotypées, qu'elle va adjoindre avec de nombreuses choses complètement hétéroclites. Et donc par exemple sur ses jambes avec ses talons, elle va rajouter un buste égyptien, une tête à moustache et encore un masque africain par-dessus. Une figure hybride chargée d'un message politique fort. Elle démonte les stéréotypes, quels qu'ils soient racistes, qu'ils soient machistes, qu'ils soient le poids des traditions de la société. Elle démonte finalement ce que doit être un être dans cette société et finalement on peut tout être. C'est ça la leçon des Dada. Troisième exemple avec les costumes créés en 1922 de la plasticienne et danseuse suisse Sophie Taeuber-Harp. Elle était passionnée par ce qu'on appelle les arts appliqués et qu'elle considérait comme des arts sans hiérarchie avec le système des beaux-arts traditionnels. Le mouvement Dada a beaucoup participé à décloisonner toute cette hiérarchie des beaux-arts. Sophie Taeuber-Harp est allée chercher du côté des traditions amérindiennes. On retrouve dans son travail une fascination pour une tribu bien particulière qui est celle des Hopis, qui a des objets rituels qui s'appellent les poupées Kachina, dont on a quelques exemples ici en vitrine. Ce sont des objets rituels assez petits, très colorés, et donc absolument fascinée par les motifs qu'elle peut voir sur ces poupées, eh bien, elle va réaliser des dessins et des costumes liés à ces poupées Kachina. Passionnée par la mise en scène du corps, Sophie Taeuber-Harp s'est produite très souvent sur la scène du cabaret Voltaire. Dada ose tout, Dada renverse tout. Je pense que c'est à la fois pour rechercher d'autres sources que les hiérarchies traditionnelles occidentales, pour se libérer, pour être révolté, mais aussi pour retrouver ce que c'est que l'homme.